Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus à l'écoute d'RFI, Radio France Internationale. En direct de Paris, il est 17h. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. Nous sommes le mercredi 11 février. Voici les titres de cette édition. Un cyclone secoue Madagascar et laisse derrière lui de nombreux morts, des blessés et des dégâts très impressionnants. Témoignage à suivre. L'Europe est prête à prêter de l'argent à l'Ukraine. Beaucoup d'argent. 90 milliards d'euros pour notamment aider le pays à acheter des armes afin de combattre la Russie. Une rencontre imminente à Washington entre Donald Trump, le président américain, et Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien, pour notamment parler de l'Iran. Le Canada est en deuil, vient de dire le premier ministre canadien, au lendemain d'une tuerie dans l'ouest du pays. Et puis enfin le feuilleton de l'affaire Epstein, où cette fois-ci, c'est un diplomate français qui est concerné. L'homme travaillait pour le ministère français des Affaires étrangères et échangeait régulièrement des documents sensibles avec Jeffrey Epstein. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus. Le bilan humain s'élève désormais à 20 morts à Madagascar après le passage d'un cyclone. Pendant la nuit, Tamatave, la deuxième plus grande ville malgache, a été frappée de plein fouet. Des toits envolés, des inondations, des arbres déracinés. La capitale économique s'est retrouvée dans l'œil du cyclone. L'électricité est toujours coupée et les habitants commencent à reconstruire ce qu'ils peuvent reconstruire. Sur place, David Penn raconte avoir vécu une très grande frayeur. Témoignage. C'était effrayant. Sincèrement, c'était effrayant. La première partie des grosses rafales est arrivée aux alentours de 18h30, 19h jusqu'à 20h. Les tôles qui commençaient à bouger, mais pas encore à s'envoler. Beaucoup d'eau, un début de déluge, beaucoup de vent, des grosses rafales. Aux alentours de 20h, à peu près, on arrivait dans l'œil du cyclone, c'est-à-dire que le cyclone est vraiment passé dans le centre de Tamatave. On a vu tout le monde qui commençait à sortir dehors, à regarder les dégâts et à commencer à s'affairer comme nous, à se préparer pour la suite. Et vers 21h, il y a la deuxième moitié du cyclone qui est arrivée, beaucoup plus fort encore que la première. Et là, on a commencé à voir les tôles vraiment se tordre, vraiment commencer à s'envoler. On voyait l'eau s'infiltrer, on voyait tout qui bougeait, un bruit assourdissant. Je pense pas qu'il y ait une seule maison qui soit épargnée. Il y en a qui sont vraiment, le toit est complètement parti. On a les fils électriques qui sont par terre, des poteaux électriques qui barrent la route, plein d'arbres qui sont tombés. Donc très compliqué de circuler. Un témoignage recueilli par Eva Massy. Nous serons en direct de Madagascar, notamment dans l'édition d'Afrique Soir, 19h30, temps universel. La rencontre entre Benjamin Netanyahou et Donald Trump est imminente. Dans très peu de temps, le président américain et le premier ministre israélien vont se retrouver à Washington, à la Maison-Blanche. Benjamin Netanyahou a d'ores et déjà prévenu. Il veut avant tout parler de l'Iran. Les États-Unis et l'Iran ont entamé la semaine dernière des pourparlers, des négociations pour notamment évoquer la question du programme nucléaire de l'Iran. Benjamin Netanyahou devrait donc insister pour que son ami américain Donald Trump garde une ligne dure vis-à-vis de l'Iran. Et pendant ce temps-là, Mahmoud Abbas en appelle à Donald Trump. Le président de l'autorité palestinienne réclame une réaction des États-Unis, mais aussi plus largement de la communauté internationale, après la volonté d'Israël de renforcer son contrôle sur la Cisjordanie occupée. Le journal en français facile. 17h04 à Paris et Bruxelles. 90 milliards d'euros pour l'Ukraine. Le Parlement européen valide un prêt pour soutenir Kiev pendant les 2 prochaines années, au moment où les États-Unis de Donald Trump se détournent de l'Ukraine. L'Union européenne réaffirme de manière plutôt décisive son soutien à l'Ukraine. Écoutez par exemple l'intervention à la tribune de l'eurodéputée suédoise Renaissance, Karin Karlsbrö. Ce prêt de 90 milliards ne vise pas seulement à soutenir l'Ukraine. C'est un investissement dans notre avenir commun européen.
Aujourd'hui, l'Ukraine représente notre ligne de front. Les Ukrainiens défendent notre liberté. Nous leur devons le même niveau d'engagement en augmentant notre contribution financière. Nous devons également utiliser les avoirs gelés de la Russie. Cette guerre est celle de Poutine. Faisons payer la Russie. L'Ukraine vaincra. Make Russia pay. Slava Ukraini. Propos recueillis par Nathanaël Vitran. Au Canada, une fusillade tue au moins 9 personnes. En Colombie-Britannique, dans cette province la plus à l'ouest du Canada, un homme a ouvert le feu dans un lycée et dans une résidence d'une petite ville, faisant, je vous le disais, 9 morts et blessant une trentaine de personnes. Le tireur s'est ensuite donné la mort. Le Canada est en deuil, vient d'affirmer Mark Carney. Il est temps de nous rassembler pour nous soutenir les uns les autres, pour pleurer ensemble, déclare le Premier ministre canadien. Venons-en à cette affaire tentaculaire, l'affaire Epstein, du nom de ce criminel sexuel qui n'en finit pas de créer des remous dans plusieurs pays du monde. En France, cette affaire a déjà coûté la démission de l'ancien ministre et président de l'Institut du monde arabe, Jack Lang, après l'ouverture d'une enquête sur ses liens avec Jeffrey Epstein. Désormais, c'est un diplomate français qui est visé. Il aurait échangé des dizaines de mails sensible avec Jeffrey Epstein. Baptiste Coulon, bonsoir. Bonsoir à tous. Alors avant de comprendre ce qui lui est précisément reproché, Baptiste, d'abord, qui est cet homme ? Alors cet homme s'appelle Fabrice Eydan. Il travaille au ministère français des Affaires étrangères depuis 25 ans. En 2010, Fabrice Eydan est en poste à l'ONU. Il est en fait le conseiller d'un diplomate norvégien proche de Jeffrey Epstein. Ce que plusieurs médias révèlent, c'est que Fabrice Eydan aurait profité de sa position aux Nations Unies pour rendre service à Jeffrey Epstein. Il est suspecté de lui avoir envoyé par mail des dizaines de rapports de l'ONU et parfois des documents confidentiels, comme cette conversation retranscrite entre le secrétaire général de l'ONU de l'époque et un ministre turc, celui des Affaires étrangères. Alors l'affaire ne s'arrête pas là, car en 2013, Fabrice Eydan attire déjà l'attention du FBI. Oui, la police américaine le soupçonne de consulter des sites pédopornographique. Sous pression, il quitte donc les États-Unis et revient en France, où il est recruté en 2014 par la banque Rothschild. Il continue à entretenir des liens avec Jeffrey Epstein jusqu'en 2016. Enfin, comment réagit à cette affaire le ministre français des Affaires étrangères ? Jean-Noël Barrot se dit effaré, indigné par ces révélations. Il était ce matin chez nos confrères de RTL. Cette fuite de mails soulève des soupçons de violence sexuelle, des soupçons de malversation financière et des soupçons également de tentatives d'influence et peut-être d'interférence avec la vie politique française. Jean-Noël Barrot dit ne pas exclure que d'autres cadres du ministère puissent être impliqués. Le ministre a saisi le procureur de la République. Fabrice Eydan, qui travaillait en détachement pour le groupe Engie, a été suspendu de ses fonctions, fait savoir l'entreprise. Merci Baptiste. Baptiste Coulon dans votre journal En français facile. 10 ans après la mort d'Adama Traoré, une nouvelle décision de justice est tombée aujourd'hui. La Cour de cassation, ultime juridiction en France, confirme aujourd'hui le non-lieu en faveur des gendarmes. Il n'y a pas lieu de poursuivre les gendarmes dans cette affaire. L'affaire, c'est la mort de ce jeune homme noir de 24 ans dans les locaux de la police. Une décision donc devenue définitive, mais dénoncée par la famille d'Adama Traoré. Sa sœur en tête ne compte pas en rester là. Elle promet désormais d'obtenir la condamnation de la France devant la justice européenne. Un dernier mot de sport, les Jeux Olympiques d'hiver 2026 et ce doublé français en biathlon. Julia Simon s'impose devant son ami et collègue Lou Jean Monod pour cette nouvelle épreuve. Ainsi se referme ce journal En français facile, où que vous soyez sur la planète. Merci de l'avoir écouté.